Merci d'être des nôtres cet après-midi. Je suis très heureuse d'être ici avec Poulomi Basso et nous allons parler de son œuvre. Je m'appelle Shoan et je suis la curatrice de Curiosa et cette section ici à Paris Photo avec 20 photographes émergents, la relève et ce sont des jeunes artistes qui peuvent montrer leur travail, qui sont encore au début de leur carrière. J'ai la chance d'avoir connu Poulomi il y a quelques années, de suivre son travail presque depuis le début et j'ai pu exposer son travail dans le Festival des livres l'année dernière et puis nous avons également eu un certain nombre de conversations l'année dernière. Et je suis très contente de pouvoir discuter avec une amie ici devant vous et nous allons parler de 4 ensembles de son travail qui montre l'évolution et puis on voit aussi son travail d'artiste, d'activiste. Elle est entre le cinéma, la photographie, la vidéo, la réalité virtuelle et la manière dont ces différents médias se mélangent dans son œuvre. Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Poulomi. Je travaille à Londres et je suis très contente d'être ici chez vous. Alors on peut commencer et nous allons vous montrer certaines des images. Tout d'abord la conquête du territoire. Depuis 2009 et 2012, elle se concentre sur des femmes soldats à la frontière du Pakistan. Parle-nous un peu de ce projet et quelles sont les implications de ce travail. Eh bien, j'ai grandi dans une maison très patriarcale et je suis partie quand mon père est mort et j'ai pris sa caméra vétuste et j'ai commencé à travailler avec. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment le pays avait été conquis, si vous voulez, les premières femmes soldats qui étaient à la frontière entre l'Inde et le Pakistan, c'est-à-dire une frontière entre deux nations nucléaires. Pays qui a battu, qui a fait 3 grandes guerres, et puis la manière de s'approprier le terrain, le territoire, a demandé beaucoup de sang et de mort des jeunes femmes entre 17 et 25 qui étaient stationnées sur cette frontière pour garder le territoire. Et donc c'est une nouvelle race, entre guillemets, de femmes indiennes qui doivent faire face à des situations très exceptionnelles, un défi, et comment est-ce qu'on font face. Et donc j'ai voulu voir comment ces diverses histoires s'entrelacent et qu'est-ce qui fait que nous partons de nos maisons familiale, du système patriarcal. Et normalement, quand vous avez 16 ans, vous êtes marié avec ou contre votre gré. Et cette vie militaire, c'est quelque chose de plus libre et de plus libérateur. Et c'était fascinant de voir, parce que c'est comme si l'histoire se passait sous les yeux de tout le monde dans un pays sans que personne ne s'en rende compte. Donc j'ai passé du temps avec ces femmes chez elles. Elles viennent de différentes familles, de différentes couches sociales. Et ce voyage était intéressant pour moi, ce voyage dans leur vie.
Est-ce que vous voulez parler peut-être un peu du fait que vous aviez pratiquement leur âge à l'époque? Oui, un tout petit peu plus âgé, mais pas beaucoup. Donc vous êtes plus ou moins de la même génération. Et parlez-nous un peu de ce que ça vous a fait de rencontrer ces femmes. Et vous avez dit des femmes de différentes castes, différentes couches sociales. C'était pas un type de femme que vous avez rencontré. Non, non. Des femmes de castes différentes. Certaines femmes étaient jeunes, qui voulaient simplement quitter le foyer familial ou donner un soutien financier à la famille. Comme ce n'étaient pas des garçons, ils ne pouvaient pas... ils étaient un peu considérés comme inutiles. Et puis, une des jeunes femmes que j'ai rencontrées a été veuve à 23 ans. Et son père avait d'autres projets pour elle et elle s'est enfuie de la maison. Et c'est une sorte de revanche sur le système patriarcal. Et c'est quand même un lieu très sombre, très dangereux. Il y a presque tous les jours des escarmouches et des actes de guerre entre deux nations. Et il y a tout le temps une guerre par rapport à cette partie du territoire le long de la frontière. Et il faut toujours voir le contexte politique, ce que cela représente. J'y ai passé 3 ans, mais je n'avais pas beaucoup. Pendant 3 ans, j'y suis allée, mais à chaque fois, je n'avais pas beaucoup de temps parce qu'on n'a pas voulu me permettre. Et par moments, c'était très dangereux. Des fois, on peut passer beaucoup de temps et préparer son œuvre tranquillement, mais pour moi, c'était très intense et très rapide. Je pense que cette intensité se retrouve dans vos photos et lorsque nous regardons le travail de Poulomy pendant les 10 dernières années, c'est un style visuel qui émerge de votre travail. C'est une conquête de territoire. Le mélange de couleurs. Lorsque vous avez commencé avec votre travail, c'était une expérience. Vous avez cassé toutes les règles, tous les tabous. Oui. Conquérir ce territoire, c'est quelque chose que je sentais comme une nécessité pour les jeunes de mon pays, de l'Inde, les gens qui viennent des slums, des gens qui sont dans des vêtements très colorés, qui dansent, ils font des choses extraordinaires. Ils cassent les stéréotypes. La frontière, ce n'est pas un endroit glorieux, mais n'empêche que l'on peut quand même passer des moments glorieux que l'on trouve même dans des endroits les plus sombres, comme je viens de vous dire. Donc, heureusement, m'a beaucoup influencé. Le style postmoderne m'a beaucoup influencé. On voit ces femmes qui font la conquête du territoire, mais une partie de leur vie se passe à la maison. D'autres couleurs, l'amour et la paix dans leur vie. Donc là, c'est paisible et j'ai choisi la couleur. Et ce qui se passe sur la frontière, j'ai choisi le noir et blanc. C'est presque des photos de magazines. Et j'ai essayé de trouver des situations qui faisaient du sens pour moi en tant qu'artiste, pas seulement en tant que journaliste, documentaire, mais finalement j'ai été publiée dans le New York Times. Mais au début, il y avait beaucoup de résistance, différents formats. Quand vous faites un livre, tout ça n'a plus d'importance, vous pouvez raconter votre propre histoire, votre guise. Avant de passer au chapitre qui s'appelle Blood Speaks, c'est un contexte politique. Vous vivez maintenant au Royaume-Uni
il y a des frontières qui sont les conséquences de la politique de l'Empire britannique. Et une question que je ne vous ai jamais posée, parlez un peu de cette relation entre le fait de grandir en Inde, en connaissant cette situation politique sur le bout des doigts, et quel est l'effet que cela produit toujours sur la société, d'une part, et d'autre part, la vie au Royaume-Uni. Vous avez une identité double maintenant. Le côté indien et le côté britannique. Oui, je suis très indienne. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis très indienne. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'habite dans les banlieues de Londres. On ne peut pas dire que je suis dans un endroit de blanc. Il y a des gens de toutes les couleurs qui parlent toutes les langues et je ne pourrais pas imaginer vivre ailleurs. Le monde s'ouvre à vous quand vous voyez toutes ces cultures différentes et les Britanniques ont mis tout ça en route. En ce qui concerne l'Inde, le pays a été divisé, il y a plein de séparations et le Pakistan, eh bien, quand j'ai vécu en Inde, je ne peux pas parler de l'Inde sans ressentir une passion. Je suis sensibilisée parce que j'y ai grandi. Mais quand je suis partie, il y a un certain niveau de bienveillance presque par rapport à ce que l'on a vécu. C'est de savoir d'où l'on vient et parler la langue, mais aussi une sorte de désensibilisation. C'est une position tout à fait unique et ça aide beaucoup pour faire un travail qui compte dans un endroit où l'on peut être critiqué par tout le monde, mais aussi célébré par tout le monde. Donc, compte tenu de qui je suis maintenant, j'ai quitté la maison quand j'étais très jeune. Ensuite, j'étais à Londres, à New York, et je suis retournée à Delhi, Bombay, Calcutta. Je ne pourrais vivre dans un endroit que quand il y a la diversité des gens de toutes les communautés, de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, etc. Et donc on va parler de Blood Speaks. C'est une œuvre que vous avez commencée en 2013. Et cette œuvre a plusieurs incarnations. C'est une œuvre qui a vraiment eu un effet percutant, avec des ondes de choc. Dites-nous un petit peu comment ce projet a vu sa genèse et comment il a ensuite évolué dans le temps. Blood Speaks était une investigation de la patriarchie. Où est-ce que cela commence? Parce que c'est la réalité de toutes les femmes en Asie du Sud dans nos maisonnées. Et les contrôles qui sont placés sur les femmes ne sont pas libres, c'est très simple. Nos corps sont associés à la honte et au contrôle, à mainmise. Nous avons toutes grandi avec beaucoup de honte et il nous a fallu des décennies pour en sortir. Et nous continuons à vivre avec ce sentiment de honte et ce traumatisme. Et je vais voir comment raconter cette histoire de façon visuelle. Quels sont les éléments qui permettent de contrôler les femmes? Comment se fait-il que lorsqu'une fille devient une femme, elle devient une personne à craindre? Tout le monde a peur des femmes. Et le fait, ce passage de l'état de fille à l'état de femme, et il y a cette pratique dans ma culture, dans l'hindouisme, il y a la Chaupadi autour de des menstrues, c'est-à-dire les femmes qui se menstruent sont exilées, elles doivent s'exiler dans une autre pièce ou en dehors de la maison et elles
elles doivent rester tant qu'elles ont leur menstru et après l'accouchement. Elles doivent y rester tant que le sang coule. Et une fois qu'elles arrivent à un âge, l'âge moyen de la vie, elle n'a plus aucune estime de soi. Donc, cette fille de 12 ans qui commence à menstruer, et cet homme commence à l'insulter, et je me suis arrêtée. J'étais tellement choquée de voir l'humiliation dont elle faisait l'objet. Et nous avons dit que nous sommes fatigués, nous voyageons. Et parfois, quand on intervient, on cherche à intervenir, ou on ne vit dans un endroit où on ne vit pas, il vaut mieux ne pas le faire parce que ça peut que créer plus d'ennuis pour les personnes qui sont déjà font l'objet de ce genre de mauvais traitement. Voici Angela. Je l'ai rencontrée quand elle avait 12 ans. Elle s'apprêtait à se marier. Sa famille voulait la marier parce qu'elle n'avait pas encore commencé à voir ses menstrues. Et on pense que si on commence à voir ces règles, on commence à devenir plus puissante, mais aussi impure. Et j'ai compris que les menstrues, c'était devenu quelque chose qui contrôle la vie d'une femme. Et comment ceci se rapporte à d'autres questions, par exemple le mariage forcé des jeunes filles, et ça a ouvert la porte sur ce monde sombre de la patriarcie, et personne n'en parlait. Il n'y avait aucun rapport dans la presse internationale. Ces femmes étaient violées, subissaient la morsure de serpents, elles vivaient seules. Et si elles emmenaient les bébés, devaient vivre cette vie d'intouchable pendant 7 à 10 jours, c'est-à-dire la durée des menstrues. Et cette femme a donc accouché, elle a été envoyée en exil et tombée dans la dépression parce que le bébé avait tout juste 3 jours quand on l'a exilée de la sorte. Vous voyez combien c'est intéressant le langage que vous utilisez pour décrire cela. Quand on voit ça d'une perspective, dans une perspective vue de l'Occident, c'est fascinant. On a beaucoup parlé de la langue en rapport avec ce projet. Voulez-vous nous parler de toutes les conséquences qui en ont découlé après la publication de cette œuvre? Un projet qui a commencé au départ comme étant vraiment un projet militant par la photographie, a permis de faire évoluer la loi. J'ai fait plusieurs voyages et je me suis demandé comment faire quelque chose qui pourrait avoir un impact, qui pourrait aider et ramener une infrastructure à cette communauté. Les femmes souffraient parce qu'on ne peut pas tout simplement détruire les convictions traditionnelles, mais on peut venir en aide et voir quelles sont les coalitions qui peuvent être constituées en tant qu'artistes post-coloniales vivant dans cette partie du monde. C'est pour ça que j'ai décidé que leurs voix doivent être amplifiées. Donc lorsque ces femmes racontent leur histoire, elles ne sont pas des victimes, elles sont des rescapées de cette violence et qui cherchent à dire voilà ce qui nous est arrivé. Et une femme est arrivée, suivie par d'autres. Et en fait, on s'est retrouvé avec une coalition de femmes qui sont venues dire voilà ce qui m'est arrivé, prenez ma photo. Et lorsqu'une famille commence à prendre la parole, d'autres suivent. J'ai compris, je ne pouvais pas être un photographe qui va être parachuté dans une communauté qui raconte l'histoire et qui fait beaucoup de bruit, que ce n'est pas suffisant.
C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec l'actualité, parce qu'il y a eu des publications à droite et à gauche, mais j'ai mené une campagne qui s'appelle To be a girl, être une fille. On avait recueillir des histoires de filles, et il y a beaucoup de campagnes qui ont été menées partout en Inde, et nous avons réussi à lever 2 millions de livres. Nous avons construit des toilettes pour celles qui n'ont pas accès à des sanitaires pendant leurs règles. Et ensuite, ça a été publié dans National Geographic, le New York Times, sur NPR, la radio publique aux États-Unis, Time Magazine, le Guardian, Financial Times. Donc c'est sorti partout, ça a été repris partout. Et on a voulu parler donc de l'exil pendant les menstrues des femmes. Et ça a été repris partout dans le monde. On a fait une telle clameur. Et on a mené une autre campagne qui s'appelle Mon corps m'appartient. Nous avons lancé la journée internationale des menstrues. Les filles dans les villages, celles qui étaient exilées, qui ont raconté leur histoire. Voici la comtesse d'Essex. Donc on a fait beaucoup de bruit. Et nous voici ici à Buckingham Palace avec la reine. Donc on a vraiment fait beaucoup de bruit. Ce qui a commencé comme étant simplement un projet de photographie et a pris l'allure d'un véritable mouvement pour le changement. Et ceci avec Human Rights Watch. On a organisé des dîners de levée de fonds. Et on a vu que le Népal a criminalisé la coutume du Chaupadi, c'est-à-dire de l'exil des femmes pendant leur menstrue après l'accouchement. Et les familles qui ont exilé ainsi leurs filles ont été sanctionnées. Il y a des gens qui sont venus voir, mais ça ne se passe pas dans mon pays. C'est vrai que ça vous arrive. Je voulais vraiment montrer que ce que les femmes ressentent et ce que c'est que ce traumatisme. Et parce qu'il y a la question non seulement de cet exil, mais c'est du traumatisme et tout ce qui s'ensuit. C'est quelque chose qui est universel. Et je voulais donc parvenir à un résultat qui allait transcender les frontières temps-espace entre le monde, disons, blanc occidental, c'est-à-dire qu'il existe entre notre monde et un monde ailleurs. J'ai vu une installation de cette œuvre dans le cadre d'un festival en 2016. C'était une installation qui était assez complexe, mais à la fois intime, des petites images, et il fallait vraiment s'approcher de près pour les voir. Oui, 3 expériences de réalité virtuelle où des femmes racontent. En fait, on pénètre dans l'espace, on est avec elles. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas eu une expérience collective, c'est un peu claustrophobique, et c'est en fait l'expérience miroir de l'exil de ces femmes. Et donc le médium est devenu le message. À chaque fois que vous rentrez dans cet espace, vous étiez avec les femmes et on avait le ressenti d'une journée de la vie de ces femmes exilées. C'est une expérience très forte et on comprend vraiment ce que cela veut dire. Et c'est le seul média où on peut avoir une expérience véritablement immersive.
Et, ensuite, je me suis mise à travailler sur un roman graphique, le chapitre suivant. Et le roman graphique, c'est vraiment quelque chose qui a ce potentiel de faire quelque chose qui a commencé comme un projet photographique personnel et de le généraliser. Donc, j'attends avec impatience ce roman graphique. Et puis, des dessins animés que je fais pour les adolescents, les jeunes. Il s'agit d'une question d'une femme asiatique qui a des super pouvoirs grâce au monstrueux et qui après part à l'aventure. Batman du vagin. Ce que j'adore avec ce projet, c'est que vous avez complètement inversé le récit, c'est-à-dire quelque chose qui est perçu comme étant négatif, et quelque chose qui est perçu comme une faiblesse par beaucoup, et transformé en quelque chose de puissant. Oui, il faut simplement ramener les gens à ce qui s'est passé dans les sociétés pré-patriarcales, et c'est les femmes qui avaient le pouvoir et l'utérus était le centre du pouvoir. Et la raison pour laquelle on a peur des femmes et qu'on pense qu'elles polluent, c'est parce qu'elles ont des pouvoirs et qu'elles disposent de pouvoirs magiques. Et je voulais faire quelque chose qui était bien sûr du domaine de la fiction, mais qui allait inspirer des jeunes et pourrait se dire, j'ai une fille, mais j'ai des super pouvoirs. Merci. Maintenant, on va parler de Centralia. Et c'est un autre projet très compliqué qui parle de politique et de l'histoire contemporaine. Publié comme un photolivre qui a reçu des prix. Et qui a reçu entre autres le prix de la Deutsche Boys à Londres. Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce que vous avez montré une épreuve. Et ce que j'ai compris lors de cette première réunion, et d'ailleurs vous le voyez dans les images que nous sommes en train de regarder aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une diversité de médiums, de supports, de styles, de formats. Et je pense que ceci, en fait, arrive à un certain aboutissement dans ce livre, à la fois dans le format du livre et dans l'exposition. C'est quelque chose qui avait commencé simplement avec la photographie, mais qui après a grandi et qui exploite des images d'archives. Et vous avez fait un film absolument incroyable qui accompagne cette œuvre. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de Centralia et de votre cheminement personnel? Making Centralia around. Oui, j'ai préparé Centralia à peu près à la même époque et ça m'intéressait vraiment. J'ai entendu qu'il y avait des guerrilleras, des femmes qui luttaient pour cet État indien et c'était presque au même moment. Il y a des femmes qui protégeaient cet État aux frontières. Et je me suis dit, bon, je ne pouvais pas y croire. Il y avait ces deux dimensions des femmes qui attaquaient l'État et d'autres qui protégeaient l'État. Des protecteurs et des destructrices, si vous voulez. Et je voulais voir qui étaient ces femmes. Et une fois que je suis arrivée, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est une histoire à part. Il s'agit là des femmes de tribus indigènes qui se battaient pour protéger leur pays, leur terrain, leur territoire. Et le gouvernement avait commencé à massacrer ces gens indigènes et ils se défendent. C'est une sorte de guerre civile qui se passe là. Et donc une grande partie de femmes qui luttent dans ce contexte. Et je me suis dit, c'est comparable aux injustices et à la guerre raciale aux États-Unis.
parce qu'il y a des gens qui ont été opprimés pendant des générations entières. Et donc maintenant, elles se défendent, ils se défendent. Et c'est très important, c'est donc une tribu indigène et ce qui se passe avec leur terrain, c'est tout à fait incroyable et c'est tout à fait, c'est imbriqué leur défense et la défense du pays, du territoire. Et il y a donc des femmes qui investissent ces endroits, qui ont formé un mouvement. Et moi, je voulais les mettre sur le devant de la scène. Et j'ai travaillé une dizaine d'années et finalement, j'ai réussi à avoir accès à ces forêts en plein milieu de l'Inde centrale. Et alors, c'est vraiment très, très grand. Ce sont les États de Chhattisgarh, c'est un État très militarisé, avec des guerrilleros, des guerrilleras, des maoïstes. Et je suis allée dans les 3 États parce que je voulais voir ce qui se passait sur place. Et puis, c'était intéressant de voir quel prix les gens sont prêts à payer pour la liberté. Nous l'avons vu aux États-Unis, en Gambie, dans les Philippines. Et ces mouvements sont interconnectés. Des femmes de couleur et des hommes et les territoires qu'ils réclament pour eux, qu'ils veulent protéger et garder. Et tout ça, c'est lié au droit de votre corps, le habeas corpus. Et il y a aussi, si l'on compare ça au mouvement de la justice climatique, il n'y a pas de justice dans le domaine de la lutte pour le climat, s'il n'y a pas de justice pour le droit à sa propre personne. Et par rapport à votre relation avec le cinéma et la toile de fond de votre travail, vous venez d'un endroit où il y a une très riche histoire cinématographique. Et quand j'ai parlé de votre style ou de vos styles et la manière dont vous avez mis sur pied ces projets, eh bien, il y a du film et aussi des photos. Oui, quand j'avais quelques 8 ans, j'ai vu des films de Godard et en Inde, il y a quand même un grand héritage de cinéma indien avec tous ces noms bien connus. Jean Reno venait en Inde pour faire des films. Donc, Truffaut, Hiroshima, mon amour, c'est mon film préféré. Et j'ai eu vraiment un accès très facile et très multiple au cinéma quand j'étais jeune. Et c'est donc une combinaison de différentes approches. David Lynch, par exemple, on est toujours en bouge. Il y a l'élément des expositions multiples sur le même cliché. Et pour moi, un livre, c'est comme un film au ralenti. Un livre doit être comme un film au ralenti. Il doit y avoir une montée de la tension, puis un climax, et puis ça descend la pente. Et en Inde, j'ai vraiment fait des recherches pendant beaucoup de temps. La moitié du temps que j'ai passé, je faisais rien et puis j'avais surtout du mal à réunir les fonds pour faire un film. Alors pendant que vous voyez cette vidéo, vous voyez comme le livre se développe.
La version qui a été publiée n'était pas tellement différente du premier essai du projet que vous m'avez montré il y a quelques années déjà. Le livre est plus ou moins pareil. Et puis finalement, vous avez pu le publier, vous avez rencontré beaucoup de conservateurs avant d'y arriver. Eh bien, je me suis inscrite une fois pour un prix, mais ça n'a pas marché. Après, je ne me suis plus jamais présentée. J'ai fait différents projets et je me disais, mon Dieu, le projet est en train de perdre son mystère. Il y a une magie révélatrice et quand c'est prêt, ça peut partir dans le monde. Mais avant, il ne faut pas le faire. Alors, je me suis arrêtée, j'ai recommencé, je suis allée d'un éditeur à un autre et puis on m'a demandé de mettre des grandes photos et tout ça. J'ai dit non, je ne veux pas ça. C'est mon livre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait l'acceptation par quelqu'un d'autre? Et puis j'étais chez Darry Lewis et je me suis dit je ne vais pas lutter contre tous les systèmes pour trouver quelqu'un qui mette de l'argent. Et puis finalement j'ai vendu une centaine de copies d'un jour à l'autre et à ce moment-là il a fallu m'acheter mon livre à moi. Et en 6 semaines, tout était vendu. Et puis quelqu'un aux États-Unis s'y intéressait et achetait une centaine de copies. Et puis finalement, ma galerie a dû se réapprovisionner auprès des autres. Et finalement, le livre s'est vendu à 420 livres. Donc c'est vraiment une histoire assez intéressante quand on regarde ce qui se passe dans les yeux d'un curateur ou dans les yeux d'un artiste, c'est pas toujours la même chose. Et c'est particulièrement dur quand vous travaillez avec la couleur en tant qu'artiste. Nous devons faire face à plus d'obstacles et chaque femme sait qu'il est nécessaire d'être doublement bon pour être reconnu. Et c'est difficile. Et ensuite, finalement, le livre a été publié. Et depuis, je sens qu'on a vraiment pris conscience de votre travail. Vous avez eu de grandes expositions. Il y a eu une petite rétrospective à la Side Gallery à Newcastle. Oui, j'ai apporté des images. Ça, c'est mon nouveau travail, 5 Lives. Là, ce sont des images de mes travaux d'installation qui se trouvent généralement dans des boîtes à lumière, dans des salles qui sont pas très illuminées. Là, vous avez toute la couverture de Centralia sur aluminium. Nous avons joué beaucoup avec les différentes textures. Et quand on regarde les reflets de lumière sur les images, ça change à chaque fois, ça bouge. Et avant de voir si vous avez des questions dans la salle, en 2021, vous aviez donc deux expositions assez grandes et vous avez certainement mérité cette attention et ces espaces de présence. Est-ce que c'était très important pour vous de faire une sorte de bilan des 10-15 années de votre travail? Comment est-ce que tout cela s'imbrique
c'est une connexion des synapses, si vous voulez, entre les différents éléments. Fireflies revient à mon travail, avec ma vie avec ma mère, et puis des histoires de femmes, de différents moments de leur vie, des histoires de survie. Et tout ça, ça revient aussi à ma vie et ça revient à mon histoire, ce qui est vrai pour moi. Je dois le faire pour moi. C'est comme cela que tout commence, c'est finalement votre propre expérience de devenir une activiste, une militante, de voir ce que font les femmes dans différents environnements. 10 millions de jeunes filles quittent l'école tous les ans et c'est important que les femmes puissent profiter d'une bonne éducation parce que si vous leur prenez leurs droits de base, le territoire, le sol, si vous ne leur permettez pas dans les endroits où les décisions sont prises, elles ne seront jamais à la direction des choses, vous les empêchez d'avoir un impact sur l'environnement et sur le climat. Et surtout les femmes indigènes sont particulièrement concernées par tout cela. Donc, c'est important pour moi. Tout le travail semble se dérouler entre moi et ma mère, avoir un lien avec tout ça. Donc, finalement, c'est surtout une histoire de la bataille que j'ai menée. Qu'est-ce que ça veut dire de le faire dans un environnement plus large, de lutter pour la planète? Qu'est-ce que je peux faire? Les différents sujets, ces connexions que j'appelle synaptiques. Et tout ça, ça joue un rôle de plus en plus grand dans mon travail. Je ne pense même plus comme photographe. Et je pense que c'est important d'être fluide, de ne pas être rigide, de ne pas se laisser enfermer dans une boîte. Donc, mais vous êtes aussi une artiste de vidéo. Je pense que ça encapsule, ça résume très bien le travail qui est le vôtre. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, avec un micro? Le microphone arrive. C'était une présentation fabuleuse et je m'en doutais. Alors, parmi les grands sujets que vous avez évoqués, c'est la discussion quand les femmes sont mises à l'écart et qu'elles perdent un peu la conscience de ce qu'elles sont. Compte tenu du travail que vous avez fait, ce qui a été publié, est-ce que vous estimez que vous avez pu impacter quelque chose? C'est très difficile de changer une culture qui a été établie pendant des centaines d'années. Est-ce que vous avez constaté quelque part une nouvelle pensée de la nouvelle génération? Certaines des femmes, certaines d'entre elles ont été envoyées en exil quand elles avaient 16 ans et maintenant elles ont 21 ans, 22. Elles sont devenues militantes et elles encouragent d'autres femmes à se défendre. L'important, c'est de mettre quelque chose en route, en branle. C'est de ça qu'il s'agit avec le féminisme. Que c'est passé d'une personne à l'autre. Mais ce qui manque encore, c'est les hommes dans ces conversations. Nous ne pouvons pas les laisser à l'écart. Mon travail suivant, c'est quelque chose entre un narratif par rapport à l'art pour les jeunes adolescents, les teenagers, mais les garçons et les filles. C'est important de garder ça en route. Et
La loi a été changée en 2018 de toute façon. Questions? Y a-t-il d'autres questions? Oui, l'œuvre a été montrée au Népal et avec des parrains qui ont permis de le montrer dans des villages et avec tous les militants qui travaillaient sur le terrain. Et il y a des coalitions qui sont composées pas seulement d'artistes, mais coalitions de personnes qui travaillent pour le changement. Merci d'être ainsi une écoféministe et d'ouvrir la porte à d'autres personnes pour emprunter ce chemin. Je vous remercie. Merci.